Bon, Moussa, écoute, Oui, on est comme dans une radio, quoi, hein. C'est aussi très intéressant. Bon, tu es au Sénégal, tu es avec l'ADEPA, l'Association de développement de la pêche artisanale dans l'Afrique de l'Ouest, hein. Euh, et je crois que tu es le directeur ou secrétaire général, c'est bien cela? je suis le secrétaire exécutif de l'ADEPA. Voilà. Bon. Et Secrétaire exécutif. c'est une association qui existe depuis combien de temps? Ben, l'ADEPA, l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale, existe depuis 1992. Elle a été créée en Côte d'Ivoire en 1992 et autorisée à exercer au Sénégal, où son siège est établi. Et nous couvrons 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Ok, Voilà, ok, très rapidement par rapport à la création. d'accord. Bon. Et donc là, si tu veux, dans le cadre de l'Université internationale intercitoyenne, auquel l'ADEPA a participé, a contribué à différents moments, ce qu'on veut faire là, c'est faire un travail un peu de, je dirais, de collecte, de témoignage un peu sur cette formation que l'on considère comme transformatrice, transformatrice des personnes, mais aussi, après coup, je dirais aussi des situations dans lesquelles vivent les personnes. Voilà. Et de façon, je dirais, profonde. Enfin, c'est des transformations profondes. J'ai plus mon, j'ai plus mon apercevoir et je pense que toi, tu pourras, si besoin, donner des exemples. Alors, ce qu'on veut, à travers cet échange, mais aussi cette démarche plus globale qui est entreprise par l'UITC, les membres de l'UITC, c'est d'essayer de collecter, de valoriser des pratiques pédagogiques, des démarches de formation, mais aussi d'action, hein, qui sont véritablement, effectivement, transformateurs. Mais quelles sont-elles? Où est-ce qu'elles se logent? Qu'est-ce qui s'est fait qui est vraiment à relever, à partager, et pour faire en sorte, si tu veux, que au niveau international, on puisse un peu avoir un réceptacle, tu vois, réceptacle de ces différentes pratiques, démarches, méthodes, pédagogies qui sont fortes, voilà, et qui sont à valoriser, à connaître, à échanger, voire à pratiquer. Voilà. Et donc, là-dedans, vous apportez votre contribution, on va essayer de le faire, mais aussi, vous essayerez aussi d'aller chercher des choses que peut-être dans d'autres terrains, d'autres endroits. Alors, est-ce que tu peux me dire, on va essayer de suivre un peu un cheminement autour un peu de cette formation, mais en essayant à chaque fois d'être assez concis et puis de rebondir. Est-ce que tu veux dire un peu quel est vraiment le public qui est visé dans cette formation? Voilà, donc le public qui est visé dans cette formation, d'abord, je voudrais rappeler que globalement, par exemple, si nous prenons le projet GOUF OPPA, où cette formation a été expérimentée et qui a donné de bons résultats, au niveau des 7 pays couverts par la Commission sous-régionale des pêches, que je vais citer tout à l'heure, nous avons réalisé 12 sessions de formation sur 5 modules de formation ayant touché 45 leaders. Les cibles de cette formation, ce sont les professionnels de la pêche artisanale, donc des 7 pays couverts par la Commission sous-régionale des pêches. Le Sénégal, n'est-ce pas, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Sierra Leone, la Mauritanie, bon voilà, les 7 pays en tout cas couverts par la Commission sous-régionale des pêches. Ces professionnels de la pêche ciblés sont les pêcheurs, les marieurs, les micro-marieurs, femmes transformatrices de produits halieutiques, donc qui sont évidemment membres de 45 organisations professionnelles de pêche artisanale de ces 7 pays et aussi des organisations professionnelles faîtières. Donc, de façon très précise, nos cibles, c'est les professionnels de la pêche artisanale. Et je voudrais préciser également que 51% des 45 leaders formés, n'est-ce pas, sont des femmes. Et ces formations ont permis également, ont été restituées par les leaders formés eux-mêmes
et ce qui nous a permis de toucher encore un nombre plus élevé de professionnels de la pêche artisanale. D'accord, d'accord. Bon, je pense qu'il faut relever, effectivement, il y a quand même un choix, je me rappelle des débats qu'il y a eu là-dessus, si tu veux, sur la première génération de formation, là, c'est quand même le fait, c'est pas simplement ou des pêcheurs, ou des marieurs, ou des transformateurs ou transformatrices de poissons, c'est les trois à la fois. Et tu vois, bon, et là, il y a une visée en tant que telle. C'est-à-dire, en fin de compte, est-ce que toi, tu peux dire deux mots là-dessus? Parce que je sais qu'il y a eu ce débat. Est-ce qu'on forme, en fin de compte, tout d'abord des pêcheurs séparément, des marieurs séparément? Souvent, on peut faire le voir comme ça, hein, ou des femmes transformatrices. Là, vous les avez mélangés. Oui, ce que vous dites là, c'est extrêmement important. Donc, vous savez, avec la méthode du U-Process et selon l'approche que nous avions utilisée, oui, on va revenir sur le U-Process, mais ok, d'accord. Oui. Donc, de toute façon, disons, les leaders n'ont pas été séparés. Nous les avons mis ensemble parce qu'on s'est dit que la pêche est un système avec plusieurs dimensions. Et à partir de là, il n'était pas possible, en tout cas, de les former séparément. On mettait ensemble dans le cadre d'une même classe et il y a eu 5 modules de formation qui ont été, ces 5 modules de formation qui ont fait l'objet de conception. Et je voudrais préciser qu'à l'occasion d'un atelier sous-régional de conception, n'est-ce pas, auquel toi et Feu René Segbenou, vous avez participé de façon vraiment très significative. Donc, il y a eu une coproduction, n'est-ce pas, de modules de formation qui ont été stabilisés, qui ont été enrichis. Et maintenant, l'approche qui a été retenue, c'est que nous avions mis ensemble les pêcheurs, les marieurs, les transformateurs, les femmes, les jeunes ensemble. Si bien que tous les professionnels ensemble ont été formés sur tout. Voilà, ça c'était. Ensuite, il y a eu des sessions linguistiques. C'est-à-dire, si Moussa, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de se dire, les gens ensemble vont échanger eux-mêmes. Il va y avoir un échange aussi de savoir entre ces groupes-là. C'est ça aussi que. Absolument. Cela dit que finalement, le formateur n'était même pas formateur, c'est quelqu'un qui était là pour faciliter. C'est les professionnels de la pêche ensemble, pêcheurs mariés ensemble, qui échangent leur savoir, leur expérience, leur pratique et qui s'enrichissent en se formant. Ça, c'est important. Il y a eu également, si vous voulez, des sessions linguistiques. Donc, disons, les pêcheurs mariés transformateurs francophones, on les a mis ensemble pour des questions linguistiques. Ensuite, il y a eu des sessions lusophones, donc les Portugais, pêcheurs mariés ensemble. Et il y a eu également des sessions anglophones. Voilà, globalement, comment la stratégie qui a été retenue dans le cadre de notre approche de formation. Oui, je pense aussi, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est aussi important de se dire, bon, on vise quand même, il y a 51% des personnes, des participants, c'est les femmes. Ce sont les femmes. Ah ben oui, ça a été planifié depuis le début. Considérer que les femmes ont un rôle. 51%. D'abord, il faudrait dire que les leaders n'ont pas, les cibles n'ont pas été choisies au hasard. Il y a eu d'abord une coproduction, en tout cas, on s'est entendu sur les critères de choix des bénéficiaires de la formation. Et qu'est-ce qui les a choisis? Qu'est-ce qui les a choisis? C'est les organisations, je crois. Ils ont été choisis par leurs pairs eux-mêmes sur la base de critères coproduits ensemble. D'accord. Donc, par exemple, si vous prenez au niveau de chaque organisation, c'est eux-mêmes dans le pays. C'est à l'échelle du pays où il y a eu un atelier national, n'est-ce pas, d'identification de cibles et les gens se sont entendus sur des critères et choisi leur cible. Disons les leaders par organisation. Par exemple, 3 leaders par organisation, ils ont été choisis à l'issue d'un atelier national d'identification qui se sont déroulés dans chaque pays. Voilà un peu ce qui a été fait. Très bien, très bien. Alors, bon, là, on voit la visée, l'objectif, un peu, je dirais, transformer un secteur en disant, les gens, ils ne peuvent pas changer tout seuls, quoi. Ils ne peuvent pas changer tout seuls, les pêcheurs, sans les transformateurs ou sans les marieurs. Et ils ont des choses à s'apprendre en disant aussi, il y a l'hypothèse de dire, ils ont des savoirs, ils portent des savoirs, et là, il y a aussi un enrichissement possible à travers cet échange entre eux. Enfin, bon, et même entre eux avec de nouveaux savoirs. Et puis, la place des femmes, je trouve ça important. Voilà. Alors, mais absolument, absolument. Ouais. Parce que ces cibles sont porteurs de savoir et d'expérience et de pratique. Donc, lorsque vous les mettez ensemble
D'abord, c'est la mutualisation, l'enrichissement, le partage de savoir, d'expérience et de pratique, n'est-ce pas, qui sont favorisés. Et puis, Alors, vous vous rendez compte même, le travail préalable qui se faisait au niveau du terrain permettrait également de tirer des exemples de leur vécu quotidien. Donc, il y a eu vraiment, c'est des ateliers vraiment de partage, de savoir, de mutualisation, d'expérience et de pratique entre portions de la pêche appartenant à différentes catégories, parce que simplement, il faut la pêche est un système avec plusieurs dimensions où tout est en lien avec tout. C'est pourquoi nous les avions mis ensemble. D'accord. Alors, il y a le point sur les connaissances qui ont été apportées ou travaillées pendant ces modules. Est-ce que tu peux essayer de dire d'où est-ce qu'elles viennent, ces connaissances? Est-ce que, tu vois, le partage, enfin, de ces connaissances, de ces savoirs, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent de l'université? Est-ce que tu viens des experts, des consultants? Est-ce que ça vient des pêcheurs? Est-ce que ça vient des femmes? Est-ce que ça vient d'autres sources? Est-ce que ça vient des Mais livres? ces connaissances viennent de partout. Elles viennent d'abord des bénéficiaires eux-mêmes, qui sont porteurs de savoir, parce que ces connaissances sont fondées, disons, l'identification, n'est-ce pas, des modules de formation dépendait, n'est-ce pas, des besoins auxquels ces professionnels sont confrontés dans l'issue de leur métier. Donc, disons que c'est comme ça que ces modules ont été identifiés et ces connaissances venaient et des portions de la pêche eux-mêmes à partir de leur savoir, de leurs connaissances, de leurs expériences, mais des experts également, qui sont aussi des acteurs de la pêche, qui sont porteurs de savoir scientifique certifié, mais aussi même de l'administration qui était là. Parce que finalement, dans le cadre d'un atelier, c'est les cibles professionnelles, c'est, disons, facilitateurs experts, mais c'est l'administration également. Donc, les connaissances viennent de partout, mais il faut juste montrer que ce sont les professionnels qui sont au cœur de leur formation. Et nous avions favorisé le partage, vraiment, des échanges de savoir et d'expérience pratique. Mais disons, ça vient de partout. Il y a eu un croisement. Ça vient de partout, mais ça se rencontre. De fait, il y a une forme de rencontre à l'occasion de ces formations qui se fait, si je bien compris. Mais oui, c'est pourquoi je dis qu'il y a un croisement, n'est-ce pas, de savoir, d'expérience, de pratique d'abord entre les professionnels eux-mêmes, mais aussi entre ces professionnels et les savoirs certifiés des experts, mais également, même toi, par exemple, toi, René, quand vous étiez là, dans le cadre des productions de modules, vous avez vu que même la méthode a été renforcée, acclimatée, améliorée à partir des pratiques des gens. Je pense que tu l'as noté déjà 2 fois, mais je pense que c'est important, effectivement, qu'il y a eu un processus d'élaboration du contenu de la formation qui existait déjà auparavant et qui a été renouvelé quelque part et réinventé et réenrichi à travers un atelier dans lequel il y avait, je crois, des professionnels en plus des trois zones linguistiques. Il y avait des experts, des consultants et des représentants aussi des ministères, de l'administration, si je me rappelle bien. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, hein, je dois dire. Je n'ai pas vu beaucoup de formations où on fait un atelier de plusieurs jours pour monter le contenu des formations avec tout le monde, quoi. Voilà, ça, c'était vraiment génial et très innovant. Le fait que déjà qu'il y ait eu un atelier sous-régional qui regroupait les 7 pays avec des portions de la pêche, pêcheurs, marieurs, transformateurs, femmes jeunes, experts, administration, ensemble, avec même des spécialistes pédagogiques. Vous avez été invité à venir là avec René. Ouais. Et ensemble, nous avions revu les anciens modules, nous les avions renforcés, améliorés et élargis. Et c'est ça qui nous a permis de sortir avec des modules tout faits, etc. Moi, je crois que ça a été génial. Je me rappelle très bien aussi, justement, parce que, bon, j'y ai contribué, mais aussi pendant ce module, on a proposé d'aller voir les pêcheurs, d'aller voir sur le terrain. Alors ça avait remué beaucoup de questions au départ, pour les experts, etc. On disait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On sait très bien, nous, ce qu'on a à faire apprendre aux professionnels, quoi. Tu vois, je me rappelle très bien, mais ça
ça avait produit des éléments très importants de réflexion, en tout cas à cette occasion. Mais oui, Pierre, c'est ce que nous appelons, nous, l'immersion dans la réalité. Voilà. Préalablement à la session, il y a toujours, et jusqu'à présent, c'est ce que nous appliquons dans nos processus de formation. Préalablement à regrouper les gens dans une classe, il y a eu ce qu'on appelle une immersion dans la réalité à travers des visites de terrain, de sites probants, donc sur la base desquels les gens, d'abord, on était là sur le terrain pour voir avec tous nos sens, regarder, observer. Et puis, quand on revenait, on voyait que ça changeait les choses. Et ça a permis de mieux ancrer la formation aux réalités. Ça a permis également aux gens de mieux encadrer la formation. Je crois que cette immersion est fondamentale. C'est ce qui fait que nos leaders formés aujourd'hui dans tous les pays, mais ils sont contents de dire que nous sommes des produits du U-Process. Ils le disent partout, hein? Partout. Alors, c'est ce qu'ils disent. Justement, là, on rentre dans la partie un peu pédagogique. Là. Tu abordes cette question-là. Quel est, de ton point de vue, quels sont les points clés particuliers justement de la pédagogie que vous avez adoptée quelque part et du rapport enseignant-enseigné. Mais déjà, qu'est-ce que tu as envie de dire et de le préciser, quoi. Ça nous intéresse et ça m'intéresse beaucoup. Le premier élément, c'est que ce U-Process a permis d'abord aux professionnels de la pêche de se rendre compte que la connaissance, elle est partout et que les professionnels de la pêche sont également porteurs d'expérience et de savoir qui sont d'égale dignité que les savoirs et les connaissances des experts. Disons, c'est une méthode qui a permis une valorisation, n'est-ce pas, des savoirs et des pratiques des professionnels de la pêche. Du point de vue des rapports… Excuse-moi, de t'interrompre dans ton élan, là. Est-ce que toi, tu peux dire, parce que tu parles de U-Process, bon, pour moi, ça évoque beaucoup de choses, et parce qu'effectivement, on a joué un rôle, et j'ai joué un rôle important pour aussi faire connaître cette démarche, etc. Mais qu'est-ce que toi, tu appelles U-Process dans votre pratique pédagogique? Qu'est-ce que ça veut dire, U-Process, tu vois, avec la DEPA dans cette formation? Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Comment vous l'avez adapté de façon concrète, quoi, hein, et précise et particulière? Voilà, donc pour nous, quand on parle de U-Process, d'abord, c'est une approche participative, pédagogique de formation d'adultes, et puis qui met les cibles au cœur même de leur propre formation. Pour nous, dans un processus de U-Process, comme nous le concevons, il y a plus un maître ou un professeur qui est là, qui est seul porteur de savoir, et des gens qui sont là pour prendre des savoirs. Mais on est dans une logique, n'est-ce pas, de partage, de mutualisation de savoir. Et ce qui est important également dans le U-Process, c'est qu'on ne forme personne, mais les gens se forment eux-mêmes. Et ce qui est important également à relever dans le U-Process, c'est vraiment ces capacités d'écoute. Cette capacité d'écoute, c'est aussi ce déclic. C'est également cette immersion dans la réalité. Disons que les modules de formation, les connaissances à acquérir, n'est-ce pas, prennent racine dans les vécus quotidiens des personnes. Voilà, moi je crois que… Dans quoi j'ai pas compris? Dans le vécu quotidien. Dans le vécu, ok. Des cibles. Disons, ce n'est pas une formation aérienne. C'est une formation qui a un ancrage sur les pratiques et les savoirs des gens. Et que le rapport enseignant-enseigné n'est plus là. Mais c'est le rapport simplement de personnes qui sont là, chacune portant des savoirs et des pratiques et échangeant, mutualisant et se renforçant mutuellement. Et ça a permis une valorisation, n'est-ce pas, de ces professionnels de la pêche qui se sont rendus compte qu'ils sont également porteurs de savoir et d'expérience. Voilà, pour moi, c'est très intéressant. C'est très intéressant comme approche formative, comme approche valorisante. Voilà. Et alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, tu insistes beaucoup sur l'immersion dans la réalité. Tu dis, moi j'aime bien ta formulation, c'est pas une formation aérienne. Je trouve ça génial. Non, c'est pas aérien. Non, c'est pas une formation aérienne où c'est un professeur qui vient produire du savoir. Non. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que, justement, moi je sais très bien, bon, vous avez mis en premier le fait, si tu veux, d'aller sur le terrain, d'aller voir les expériences, des choses qui font sens, qui font problème, d'aller sur le terrain.
pour les voir ensemble, aussi bien effectivement experts, mais aussi avec les différentes composantes dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, et après, comment vous avez fait, quoi? D'accord, bon, ça, visite de terrain, ok. Et après, comment vous avez pratiqué après ça? Après ça, avec Bon, les gens? après, en général, après la visite, d'abord, même avant d'aller même sur la visite de terrain, il y a toute une préparation à faire. Ça, je crois que c'est important. Ah oui. Il y a toute une préparation aussi bien en amont Hmm. pour que les gens soient. D'abord, le premier changement que nous avons eu, naturellement, dans le cadre de nos formations, à chaque fois qu'on était là au début de la formation, on recueillait des attentes. Maintenant, en plus des attentes, on recueille des intentions. C'est-à-dire qu'on prépare les gens pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas venus uniquement pour prendre, mais ils ont également des choses à donner. Donc, il y a tout un travail de préparation avant même, en amont même, avant la formation. Et au moment de l'immersion, lorsque les gens sont là, il y a un certain nombre d'attitudes et de comportements à avoir quand on est sur le terrain des pratiques dans le cadre d'un atelier d'immersion. Je crois que ça, c'était important. Tout ce qu'on appelait la période du solo, le fait que les gens étaient là pour en tout cas observer la réalité avec ses yeux, avec ses oreilles, avec ses sens. En tout cas, on mettait en œuvre tous ces sens pour une meilleure compréhension de la réalité. Ça, c'était important. Et lorsqu'on venait dans la classe également, dans cet environnement pédagogique, maintenant, c'était le recueil des intentions, c'était le recueil des... Et chacun disait ce qu'il peut apporter, mais ce qu'il a envie de prendre. Et il y a eu également cette capitalisation, un retour sur la visite de terrain pour voir effectivement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais ce qui fait sens. Et c'est à partir de là que même les programmes qui ont été élaborés sont revus, stabilisés. Et on s'est rendu compte que dans cette méthode, le programme n'est pas figé. C'était évolutif, c'était une dynamique. Voilà, je crois que ça, c'est extrêmement important également. D'accord, d'accord. Alors, pour aller un peu plus loin sur ce point-là, je dis oui, effectivement, après les visites, d'être déjà en amont de la visite, de faire en sorte que les gens soient vraiment préparés pour être le plus attentifs possible, ouverts avec tous leurs sens. J'ai entendu ça. Ça, c'est intéressant, c'est important. Mais après aussi, de recueillir. Alors, comment vous avez recueilli? Comment exactement vous recueillez? Vous avez fait les recueils, c'est-à-dire les gens parlent chacun les uns après les autres, il y a un débat. Quelle forme? Moi, ça m'intéresse, pour savoir un peu plus finement ce que vous avez pu pratiquer. Et comment vous dites tout d'abord, les gens parlent de de ce qui les a troublés, choqués? Est-ce qu'ils parlent de leurs émotions? Est-ce qu'ils parlent des faits? Non, non, on a utilisé deux méthodes. Dans un premier temps, on a voulu recueillir les attentes, les intentions, en les organisant autour de ce qui a choqué, ce qui a été trouvé comme intéressant, ce qui avait amélioré, etc. Mais on s'est rendu compte que des fois, les professionnels, les cibles ont des difficultés pour les systématiser. Et à partir de là, nous avions simplement ouvert la parole pour que chaque participant prenne la parole pour lui dire ce qu'il trouve intéressant à partager. Et nous, à partir de là, on recueillait, on organisait les idées, on les captait, on les organisait autour des thématiques. Et ce qui nous permettait de recueillir les points forts, les points faibles, ce qui est amélioré, etc., etc. Voilà. Finalement, c'était un débat à bâton rompu où chacun prenait la parole pour dire exactement ce qui lui donnait un sens. Chacun prenait la parole pour dire ce qu'il voulait partager à partir, n'est-ce pas, de la visite. Et maintenant, les experts qui étaient là travaillent à la systématisation. Et après, on fait un retour sur tout ça pour partager effectivement les résultats de cette séance de recueil organisée autour d'axes. Voilà un peu comment on a procédé. D'accord. C'est intéressant parce que, d'après ce que je comprends, c'est qu'au départ, vous aviez essayé de structurer un peu ce recueil après les visites sous l'aspect des attentes, des attentions, etc. Ça. Et après, en fin de compte, vous vous êtes rendu compte que c'était plus riche en laissant la parole
Voilà, parler, très libre, parole ouverte libre. pour Voilà. que les gens disent un peu par quoi ils ont été très Voilà, touchés voilà, ou voilà. les points sur lesquels ils voyaient des informations nouvelles, Voilà, chacun prenne etc. la parole pour nous dire, en tout cas, ce qui avait un sens pour lui, ce qui l'intéressait en termes de force ou de faiblesse, voilà, tout ça. Et puis, à partir de là, nous, on prenait note et on systématisait, nous. On essaie de structurer, n'est-ce pas, le recueil en fonction d'accès. Après, on venait restituer. D'accord, On venait restituer pour permettre, voilà. D'accord, vous preniez ce que disaient les gens, vous les mettiez sur le tableau, et puis après, vous voilà, restructuriez un peu les... Voilà. On met ça sur des tableaux, et puis voilà, on revenait restituer. Et comme ça, pour dire, voilà, le produit de la réflexion, voilà ce que ça a donné. Tout ce que nous avons recueilli, nous avons réussi à la structurer autour d'un certain nombre d'axes que voici. Et puis après, les gens reprennent la parole pour apporter des précisions par-ci, par-là. D'accord, ok, très très bien. Oui. Et après, à partir de là, de dire, bon, ben, ça pouvait effectivement donner des éléments de restructuration aussi de la formation, de faire bouger voilà, la formation. et à partir de là, on fait une comparaison entre les attentes et les intentions et le programme planifié au départ pour voir là où les points, là où il y a des croisements et là où il n'y a pas de croisement, et ce qui nous permettrait ensemble de revoir, de faire une revue du programme, de l'améliorer et de... Pourquoi je dis que le programme n'est pas mais évolutif, il prend compte des intentions et des, voilà, et des attentes des cibles. Voilà un peu. Ok. Alors, moi, il y a un point que je connais un peu de la formation qui me semble aussi très particulier, mais qui est une intention louable mais forte, mais pas facile à atteindre, c'est le fait de dire, bon, on part de fait de l'expérience, de l'action, on passe par des échanges, on passe par des éléments de réflexion, de systématisation. On fait l'hypothèse que les gens bougent, changent, découvrent des nouvelles perspectives, projets, et on revient, en fin de compte, là où les gens se trouvent, vivent, pour élaborer des éléments de projet et donc de changement de la réalité. Je crois que c'est un peu comme ça que vous avez pensé un peu cette formation. Oui, c'est ça. Disons, les formations débouchent toujours sur des idées d'action collective. Mais là, vous avez visé aussi le fait d'engager des projets dans chaque pays. Mais c'est ça que j'ai dit, les formations débouchent sur des idées d'action collective qui feraient plus tard, n'est-ce pas, des ateliers, n'est-ce pas, de structuration de projets d'action collective. Action collective, tu parles d'action collective. Mais est-ce que on les appelle, nous, des projets d'action collective. Des projets, oui. Est-ce que c'est des projets d'action collective, mais les idées déjà sont repérées depuis la formation. Déjà, quand on finit la formation, il y a déjà des idées d'action collective qui apparaissent. Et ces idées d'action collective qui sont bien identifiées, structurées dans le rapport, feront l'objet d'ateliers, n'est-ce pas, de structuration et de conception de projets d'action collective qui seraient financés pour leur mise en œuvre. Donc, c'est motivant également, c'est motivant. Et est-ce que vous y êtes arrivé? Parce que c'est très ambitieux. On y est arrivé. Et je vous jure, on y est arrivé. C'est ainsi que pratiquement 38 projets d'action collective ont été financés et qui ont donné d'excellents résultats. Certaines actions collectives visaient la ressource, d'autres visaient la protection de l'environnement, d'autres visaient la valorisation, etc. Donc, je pourrais vous envoyer le rapport pour vous permettre de mieux les capter, quoi. Oui. Non, mais ça, c'est assez exceptionnel, hein, je dois dire. D'arriver à boucler, tu vois, d'arriver sur des idées, sur des projets, et même de les engager déjà, chapeau. Quoi, parce vraiment, que ce que je voulais dire, Pierre, déjà, je vous ai dit dès le départ qu'il y a eu, les sessions de formation ont permis de produire, de former 45 leaders. Ces 45 leaders ont fait des restitutions dans leurs organisations ayant touché 236 professionnels. À partir de 45 formés, chaque leader formé, ils sont allés restituer dans leurs organisations et on a touché 236. Et ensuite, à l'issue des sessions de formation, des idées d'action collective ont été identifiées et qui ont donné lieu
à 38 projets d'action collective qui ont été effectivement financés entre 3 et 4 millions. Et les projets d'action collective, nous avons utilisé pratiquement même la méthode du U-Process, ce qui nous a permis même, c'était même des situations d'apprentissage à la conception, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation de projets d'action collective. Même les séances d'identification, de conception, de projets d'action collective, c'est des situations de formation à la conception, à la réalisation de projets d'action collective. Et on y a réussi. Oui. Voilà. D'accord, d'accord. Et, non, non, moi, et quel est, sur ce point, qu'est-ce que tu pourrais dire qui est le point, ou les points clés pour arriver à faire ça? Pour arriver à faire ça, d'abord, moi, je trouve que d'abord, on est parti d'abord des motivations des personnes, les motivations des personnes. Parce que très souvent, les gens pensaient qu'une formation, pour que les gens soient motivés, il faut que les gens trouvent utilité à la formation, que la formation puisse déboucher sur le changement de leur pratique ou puisse déboucher en tout cas sur le fait que la formation débouche d'abord sur l'amélioration de leurs compétences, mais aussi sur un projet d'action collective. C'était motivant. C'était motivant, ça. Voilà. Oui, d'accord. C'était motivant de partir sur vraiment leur motivation, c'est-à-dire en fin de compte, déjà, dès le départ, de voir un peu leur motivation et déjà des prémices, je dirais, d'action collective qui étaient déjà un peu en germe, quoi. Voilà, parce que déjà, la formation, non seulement est plus qu'une simple séance de renforcement de compétences, mais ça permet également de produire, de produire un déclic en termes de projet d'action collective. Ouais. Parce que la formation, c'est pour améliorer les situations. Et surtout, je crois que ce qui me semble, ce que j'ai senti aussi important, c'est qu'en fait, la personne qui était formée, déjà, elle avait été choisie par un collectif, hein, au sein de chaque pays. Et en fin de compte, il y avait une forme de suivi un peu de ce processus de formation et du processus d'élaboration de projets collectifs avec, je ne sais pas, je crois qu'il y avait oui, des correspondants nationaux, non? D'abord, ce qui est important à retenir dans le cadre de ce processus, c'est qu'au niveau de... D'abord, les leaders ont été choisis par leurs pairs eux-mêmes, d'où la légitimité était là. C'était des gens légitimes, reconnus, aussi bien par leurs organisations que dans leur pays, parce qu'ils ont été choisis par leurs organisations et à l'intérieur d'un atelier national où toutes les organisations bénéficiaires de la formation au niveau du pays ont participé. Ça, c'est un. C'était important. Deuxièmement, également, l'idée de projet d'action collective n'a pas été imposée, mais c'est une idée qui découle naturellement, n'est-ce pas, des processus, des débats, des échanges, de la motivation, des réalités. Si bien que c'est une idée qui est complètement en congruence avec les préoccupations des personnes. Le fait également qu'il y ait un suivi, un système de suivi quotidien, le correspondant national est quelque chose d'important, parce que dans chaque pays, il y avait un correspondant national qui était un peu le relais entre ADEPA, ici basé à Dakar, et le pays. Mais au niveau également du secteur exécutif, nous avons mis en place un système de suivi individuel de chaque leader. Aujourd'hui, nous avons un système de suivi de chaque leader pour voir un peu chaque leader formé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait de la formation? Quelles sont les évolutions? Et il y avait une remontée d'informations régulièrement. Et toutes nos, disons, missions à l'intérieur de ces pays, c'était des situations également de revenir à l'action et de suivre exactement, concrètement, qu'est-ce que les leaders ont fait des connaissances acquises. Donc, vraiment, le système de suivi quotidien était là et les leaders, finalement, disposaient d'un carnet qui a été paraphé et sur lequel chaque leader devait nous mettre toutes les informations liées à sa formation, à ses activités. Ensuite, nous avions signé, responsabilisé les organisations d'appartenance des leaders à travers des conventions signées par l'ADEPA et les organisations d'appartenance des leaders. Nous avions signé également des conventions avec les correspondants nationaux. Et tout ceci nous a permis vraiment de mettre en place un dispositif qui renforce la confiance mutuelle, mais aussi qui permet de suivre et d'évaluer. Oui,
je trouve ça très bien, hein, faire des conventions avec les organisations nationales et avec les correspondants. Mais tu vois, on peut des fois faire beaucoup de papier, mais après, ça reste que du papier. J'ai eu l'impression qu'effectivement, vous avez une volonté aussi de suivre ça, de le mettre en œuvre. Ah non, nous avions suivi, hein, parce qu'il y a eu 7 conventions de collaboration signées avec les États. Les directions des pêches également ont été impliquées. Cette convention de collaboration signée avec les directions des pêches, il y a eu 52 conventions, 52 de conventions signées avec les correspondants nationaux et les organisations professionnelles d'appartenance des leaders. Ah ouais, ben dis donc, c'est incroyable. Mais c'est surtout, bon, je sais que, bon, déjà, il faut les faire, les conventions, et les faire signer, les signer, etc. C'est déjà tout un boulot. Mais surtout, moi, je suis là admiratif là, par rapport au fait, après, de les suivre. Parce que c'est ça le plus difficile. Non, il y a eu un suivi individuel. D'abord, nous avions paraphé un registre. Chaque leader détient par devers lui un registre paraphé sur lequel il note tout. Ah bon. Tout ce qu'il fait, dans son pays. Il avait un cahier, quoi. Il avait un cahier dans lequel il marquait. Il y a un cahier d'abord détenu par le leader lui-même. Ah oui, d'accord. Mais nous aussi, nous avons des fiches de suivi individuel sous forme d'enquête que nous avions renseignées. Non, d'accord, ok. Voilà. Très bien, très bien. Écoute, je vais me permettre un peu de rentrer dans certains aspects de la pédagogie, des choses qui nous semblent importantes, c'est des hypothèses un peu, mais je voulais savoir un peu quelle est la place des émotions, ce qu'on appelle, nous, la dimension aussi sensible, dans vos pratiques d'enseignement-là, dans les pratiques de formation. Est-ce que consciemment, vous avez travaillé un peu sur la question des émotions, ou un peu, pas du tout, vous l'avez pris en compte, mais bon. Non, nous avions, non, évidemment, parce que vous savez que d'abord, le milieu de la pêche artisanale est un milieu très complexe, où il y a beaucoup de susceptibilité, où le taux d'analphabétisme, en tout cas en français ou en langue, est très élevé, où les gens ont des... Voilà, c'est un milieu très complexe, quoi, du point de vue culturel. Donc, si bien que quand on met ensemble les pêcheurs, les marins et les transformatistes, qui très souvent ne voient pas les choses de la même manière, des fois même qui ont des positions contradictoires. Donc, quand tu les mets ensemble, tout de suite, tu vois qu'il y a une expression d'émotion. Mais le You Process nous a permis vraiment de les amener à maîtriser ces émotions, accepter l'autre, cultiver l'altérité. Voilà, moi, je crois que c'est important comme ça. Culture démocratique, acceptation de l'autre, gestion des émotions, permettre à l'autre de s'exprimer avec tous ses sens. Je crois qu'on a travaillé sur les émotions, même sans le dire. Mais parce que tu dis beaucoup You Process, bon, voilà. Mais qu'est-ce que dans le You Process, par rapport aux émotions, ça a été utile, très concrètement? Sur quoi? Mais par exemple, lorsqu'on fait une immersion, sur le terrain préalablement à la session de formation, où les gens sont sur un terrain qui découvre pour la première fois. Par exemple, des Mauritaniens, on se retrouve au Sénégal et on voit des choses. Il arrive que les gens voient des choses qui les choquent. Mais déjà là, c'est une école de gestion de ces émotions. Parce qu'avant de partir, on les prépare. On dit, écoutez, vous allez sur un milieu, certaines connaissent, d'autres ne connaissent pas. Il est possible que vous découvrez des choses qui vous choquent. Mais donc là aussi, c'est une séance qui prépare les émotions. Lorsqu'on revient également oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous leur disiez? Vous disiez, vous allez être choqué, vous pouvez être choqué, donc acceptez ça. Il est possible que nous allons découvrir, n'est-ce pas, un terrain que certains connaissent, probablement, d'autres ne connaissent pas. Il est possible, naturellement, que vous trouvez des choses qui vous plaisent, mais des choses qui ne vous plaisent pas. Il est très possible également que vous pouvez tomber sur des personnes qui ne vous comprendront pas et qui se comporteront mal et qui vont exprimer leurs émotions, mais il faut qu'on les gère, il faut qu'on s'accepte mutuellement, et puis on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit de dire son point de vue là-bas, il faut juste observer, voilà, poser des questions, et puis accepter ce qu'on te dit, permettre à l'autre de dire ce qu'il pense. Moi, je crois que ça aussi, c'est une façon
de les former un peu à la gestion de l'émotion. D'accord, d'accord. Bon, ok, ok. On pourra revenir sur ces questions des émotions et ça. Je travaille beaucoup là-dessus et sur d'autres des méthodes. Peut-être que ce serait très intéressant de faire des ateliers là-dessus. C'est vraiment très, très fort. Sur aussi derrière les conflits, tu vois, les situations Par exemple, conflictuelles. les conflits également, les conflits font Ah ouais, partie. ah Oui, ouais, parce que dans les programmes, lorsqu'on aborde le module gestion des organisations, il y a, il y a 5 modules. Dans le module gestion des organisations, etc., là, on va aborder également la problématique du leadership, la problématique des rapports de pouvoir, la question des conflits. Là-bas, c'est, voilà, on aborde ces questions dans ces modules-là. Et comment vous voulez l'aborder, ça, très schématiquement qu'est-ce que vous dites là-dessus? Sur les Par rapport à quoi? conflits, sur le pouvoir, Non, sur… par rapport au conflit, d'abord, par rapport au conflit, on part toujours à partir d'un brainstorming. Nous avons des professionnels avec nous. C'est toujours avant que nous disions ce que les livres disent ou nous, ce que nous avons en tête, on leur laisse le soin eux-mêmes de faire un diagnostic à partir de leur propre terrain, de leur propre pratique. Et donc, c'est eux-mêmes qui nous disent, voilà les conflits, les principaux conflits identifiés dans leur pays, voilà comment ils arrivent à les gérer, voilà, et que c'est à partir de là que nous apportons et nous partageons avec eux également, nous, comment nous pensons gérer ces conflits-là. Mais on part toujours de leurs idées, de leurs connaissances, de la situation. Par exemple, s'il s'agit de conflits, on dit, voilà, nous allons aborder la question des conflits. Quels sont les principaux conflits que vous avez identifiés dans vos pays? Comment, pour vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ces conflits-là? Ensuite, comment ces conflits s'expriment? Comment vous avez réussi à les gérer? Après, voilà, et puis on prend notre brainstorming et après on systématise, on revient dessus. Et après, on fait le cours ensemble. Et maintenant, on peut maintenant apporter des éléments plus structurés pour donner la connaissance, quoi. Mais à partir de leur propre connaissance. D'accord. Alors, il y a un point aussi que nous, on estime important, tu vois, c'est ce qu'on appelle, nous, l'intelligence intuitive. C'est-à-dire, et puis l'intelligence intuitive individuelle, mais aussi collective. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, tout d'un coup, imaginer quelque chose, tu vois, qu'on n'avait pas pensé, mais d'un coup, il y en a un qui, ah tiens, ce serait bien de pouvoir, je sais pas quoi, inventer un nouveau type de filet, ou tu vois, ou un nouveau type de pratique, ou tu vois, d'avoir l'idée de faire un type d'action qui n'avait jamais été pensé, etc. Et ça, c'est un niveau individuel, mais c'est aussi un niveau collectif. Et l'intuition, elle est quelquefois pas tellement, je dirais, valorisée, prise en compte, tu vois, dans les processus de formation. On dit, bah, ça, on apprend des choses qui sont logiques, qui sont, tu vois, et pas l'intuition. Alors qu'en fin de compte, par exemple, les leaders, c'est bien eux qui, en général, ont les intuitions. Dans une situation difficile, complexe, ils sentent un peu tous les éléments qui sont là, etc. Et ils font le rapprochement de telle chose et telle chose. Et puis d'un coup, ils avancent une idée en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler dans cette direction-là? Les gens disent, ah oui, tiens. Là, tu vois, ça se révèle. Et là, je voulais savoir, est-ce que sur ces questions de moi, ce que je formule comme intuition individuelle et collective, qui est aussi de l'intelligence collective aussi, tu vois. Est-ce que explicitement, vous avez travaillé ça ou implicitement, et comment vous le faites, quoi, si vous le faites? Non, Si pas, bon, pas de façon explicite, mais à partir de ce que tu viens de dire, ben, je crois qu'il nous est arrivé, par exemple, au niveau d'une session de formation, d'une session de restitution du module 1, gestion des écosystèmes marins côtiers, il nous a été donné de repérer quelque chose qui, à mon avis, rentre dans le cadre de ce que tu appelles, ou de ce que tu dis là. Et parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a été, lorsqu'on était en train de faire un brainstorming, après la visite d'immersion, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle technique de pêche
que les gens ne connaissaient pas, qui commençait vraiment à se développer à Kayar. Il s'agissait de quoi? Les gens capturaient au bord de la plage, n'est-ce pas, de petites créatures là, qu'on appelait le zooplancton. Mais ils ne savaient pas s'il s'agissait de zooplancton. Ils ne le savaient pas. Les gens les capturaient et les utilisaient comme de l'appât. Et lorsque nous avions projeté le cours et qu'on a abordé le cours du phytoplancton et du zooplancton, tout de suite les gens disent « Ah oui, 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 oui. Mais écoutez, ce que vous dites là, c'est exactement ce que les enfants là capturent ici, au bord du rivage, et qu'ils l'utilisent comme de l'appât. » Et c'est à partir de là que les gens ont décidé de ne plus le faire parce qu'ils se sont rendus compte que ce zooplancton constitue, n'est-ce pas, un élément important dans la chaîne alimentaire dans l'océan. Et que c'est le zooplancton et le phyte qui nourrit effectivement certains poissons et certains organismes. Peut-être c'est ça, mais personne ne le savait. Là, je trouve ça très intéressant parce que là, tu vois, c'est un moment de rencontre entre différents types de savoirs. Bon, bah, les gens, ils ont l'habitude, ils ont observé, il y a ces pratiques-là. Ah ouais, les gens ramassent des trucs là, des petits trucs là sur la plage ou les enfants, etc. Et puis après, ils ont aussi tout d'un coup une connaissance qui sont apportées par d'autres sur un peu qu'est-ce qu'il y a avec le plancton, etc. Une connaissance. Ils ne savaient pas. Ils le faisaient sans le savoir. Ils le savaient. Et puis après, ils nous disent que après, ils nous ont apporté même l'engin avec lequel ils capturaient ces petits éléments-là vivants et qui servaient d'appât. Ils se sont rendus compte quand ils les utilisaient, alors le poisson venait vers cet appât-là. Et lorsque nous avions développé le cours sur le phytoplancton, le zooplancton, on a montré les images, tout de suite les gens disent, mais écoutez, ça c'est le zooplancton, mais c'est grave. Si nous continuons comme ça, alors le poisson va se raréfier. C'est à partir de là que les gens ont arrêté cette affaire. Ça n'a jamais été planifié. Par exemple, ça, c'est un exemple. Hein. Et donc là, à ce moment-là, ils ont ils ont fait le rapprochement entre les pratiques qu'ils avaient de collecter eux-mêmes ou les enfants du zooplancton comme appât, et le fait que, bon, en fin de compte, c'était un élément de la mer, il fallait être très attentif à cet élément-là, quoi. C'est ça. Voilà, c'est à partir de là, quand on a fait le cours sur vraiment le phytoplancton, le zooplancton, et qu'on a montré d'abord ce que c'est la chaîne alimentaire et où se positionnait le phytoplancton et le zooplancton et le rôle dans la chaîne trophique, tout de suite, ils ont fait le lien, ils disent, ah non, il faut arrêter ça, ça c'est grave. Non, mais avant, ils ne savaient pas, pour eux, ce n'était pas grave. Je trouve que c'est très intéressant, je veux dire, de créer ce moment de dialogue, de savoir. Et non, ça nous a pris plus d'une heure de débat, Ah bah oui, je m'en doute. Mais aussi, je trouve que c'est très, très intéressant le fait aussi, si tu dis, et ça, c'est pas la première fois que tu le dis, si tu veux te dire, on avait fait une séance de brainstorming. C'est-à-dire, en fin de compte, voilà, tu vois, c'est-à-dire d'être ouvert, des gens, ils apportent des idées différentes, etc. Puis hop, tout d'un coup, en fin de compte, on fait le lien entre deux choses et de façon individuelle, mais aussi collective. Il y en a un qui commence à le faire, puis l'autre après, et ça devient très, très clair pour tout le monde. On fait le lien entre ces connaissances, quoi, tu vois. Mais je te dis que sur le champ, dans la classe, un pêcheur est allé chez lui pour nous amener exactement l'engin qui a été fabriqué artisanalement et que les enfants utilisent tout de suite parce que ça les a tellement intéressés que c'était vraiment la grande découverte de la formation. La grande découverte de la formation, c'était ça. Ça n'a pas été planifié, ça c'était très intéressant, ça s'est passé à Kayar. Et en fin de compte, là, c'est comme une production de connaissances. Parce que ça ça révèle, si tu veux, des pratiques, des choses un peu intuitives qu'avaient les enfants en disant, bah oui, ça marche, ou en termes d'appât, donc on l'utilise. Et après, tout d'un coup, tac, on fait le lien entre différents éléments, différentes connaissances et savoirs, et ça devient, je dirais, une connaissance partagée, et en plus élaborée, quoi, tu vois, en se disant, ah ben, on peut en faire quelque chose, mais aussi il faut être attentif à la question de cette chaîne alimentaire, quoi. C'est très intéressant, ça c'est bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça figure bien dans le rapport, d'ailleurs ça figure dans le rapport. Et là, ça touche aussi, tu vois, ça touche à la question de l'intuition, de laisser venir par un processus de brainstorming. Non, c'est pourquoi je dis, on n'arrête rien, c'est la liberté d'expression, on permet aux gens de dire ce qu'ils pensent,
ce brainstorming-là, et puis la visite de terrain. C'est ça qui permet de faire des découvertes. Découvertes sur le terrain, mais découvertes également quand dans la salle, on crée une liberté d'expression de la part de tous les participants. C'est ça qui nous a permis des fois de capter des idées comme ça. Très bien, formidable. C'est un très bon cas d'école, je trouve. Alors, bon, on a touché justement aussi, tu vois, sur l'aspect de l'intelligence collective, parce que là, ça devient de l'intelligence collective, tu vois. Hein, Oui. on crée des conditions de l'intelligence collective, tu vois, je trouve, Oui. à travers ça. Oui, par exemple, le fait de créer une liberté de parole, le fait de créer une liberté d'observation sur le terrain, ça permet de faire éclore une intelligence collective ou individuelle. D'accord, très bien, très bien. Alors, bon, je ne sais pas combien de temps on est à de… Nathalie, à peu près, ça doit être au moins 3/4 d'heure, non? À peu près, Ah hein, oui, je crois que bientôt, ça fait au moins plus d'une heure. Une heure, ouais, une heure. Bon, alors, il y a une chose, on va terminer un peu sur un point, autour de l'évaluation. Qu'est-ce que vous avez mis comme forme, si tu veux, d'évaluation de cette action de formation au niveau individuel, au niveau collectif? Comment ça a fonctionné, ça? Est-ce que c'est une formation, une évaluation après chaque module, une auto-évaluation, est-ce que c'est avec des notes, avec des rapports? Comment vous avez fait? Et après, sur voilà, la question les évaluations, voilà, donc nous, d'abord, il y a eu les évaluations. À l'issue de chaque formation, il y a une évaluation. D'abord, il y a une évaluation ex-ante avant la formation pour nous faire une idée sur les prérequis, sur les connaissances des professionnels par rapport au module. Ça, c'est une évaluation préalable pour nous faire les prérequis. Ensuite, à la fin de chaque session de formation, il y a une évaluation. C'est ça qui permettait de donner voilà, les diplômes après. Et après, il y a eu, au niveau de, à chaque fois qu'on tenait, à l'occasion des missions dans les pays, nous tenons toujours une séance également d'évaluation. On revenait sur les formations, etc. Et à la fin du projet, il y a eu carrément une évaluation qui a été réalisée par un cabinet Oréal Brèche que vous connaissez, avec un cabinet sénégalais, et qui a produit un rapport sur lequel, en tout cas, cette séquence formation occupe une place de choix. Et on s'est rendu compte vraiment que ces formations ont permis vraiment de faire un développement personnel. Les leaders eux-mêmes qui disent que voilà, nous, avant la formation, nous avions peur de parler, nous ne connaissons pas nos capacités, nos atouts, mais après cette formation et grâce au U-Process, on se sent plus capable, nous sommes capables maintenant d'identifier nos atouts. Ensuite, des leaders qui disent que voilà, nous sommes plus reconnus dans notre organisation, nous sommes plus reconnus dans nos pays par les autorités. Certains leaders ont eu des capacités d'influence plus accrues et déjà, nos leaders qui ont été formés curieusement et nos correspondances dans leur pays, c'est eux maintenant qui occupent des postes extrêmement importants au niveau de grands réseaux. Et nous les avons identifiés. Voilà. Tous les leaders qui ont été formés aujourd'hui, il y a des gens qui disent les leaders formés par la DEPA, on constate qu'ils sont plus compétents que d'autres qui n'ont pas eu la formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reçoit des demandes de partout de personnes qui veulent faire la même formation. Et il y a même un besoin de recyclage. Déjà, dans cette année, nous avions prévu de faire un recyclage des leaders sur certaines problématiques et défis, nouveaux enjeux du secteur des pêches et de l'aquaculture en Afrique. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu dis, bon, chaque module, il y a une forme d'évaluation, de qu'est-ce que ça a produit, etc. Voilà, cela dit qu'à la fin de chaque formation. Est-ce qu'il y a eu un aspect de travail de suivi individuel, de moments de discussion, d'échange, de bilan, tu vois, avec chaque personne, ou comment ça s'est passé? Voilà, d'abord, il y a les deux à la fois. À la fin de chaque formation, il y a toujours une session d'évaluation participative où d'abord chaque leader, chaque cible prend la parole pour nous dire ses sentiments par rapport à la formation, ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, ce qui est intéressant, quels sont les problèmes. Ça, c'est un. Oui. Deuxièmement, également, chaque leader, il y a une fiche de suivi individuel de chaque leader qui nous permet même après la formation, jusqu'à présent, là où je parle, on suit nos leaders. Même nous avons même un groupe WhatsApp dans lequel il arrive que les leaders prennent la parole même pour nous
donner également des éléments par rapport à ça. Et à la fin aussi… Oui, d'accord, mais ces fiches de chaque leader, elles sont remplies par qui? Par les formateurs? Elles sont remplies. Bon, ces fiches sont remplies par, d'abord, nous, au niveau à l'occasion de nos missions dans les pays, nous enquêtons chaque leader. Deuxièmement, les correspondants nationaux dans les pays nous ont aidés également à collecter ces informations auprès des leaders. Il y a des leaders également qui savaient lire et écrire, à qui on avait envoyé directement la fiche pour leur permettre aussi de les renseigner et de nous les envoyer. On a utilisé toutes ces méthodes-là, comme les gens sont dans ces pays différents. Quand on allait en mission dans un pays, on prenait soin d'enquêter les personnes sur la base de fiches. Des fois, quand ce n'était pas possible, on donnait les fiches au correspondant national du pays qui faisait le travail pour nous. Des fois, quand c'était possible également, certains leaders qui savaient lire et écrire, on leur avait envoyé directement. Des fois, c'est des agents de l'administration que nous connaissons qui nous aidaient également à remplir les fiches. Et toutes ces fiches, je les détiens par devers-moi, ont été remontées par devers-moi. Et ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'il y a eu des leaders qui n'ont pas pu suivre l'ensemble de la formation? Est-ce qu'il y en a qui ont craqué? Est-ce qu'il y en a… Très sincèrement, tous les leaders, franchement, ont réussi à suivre toutes les formations. Parce qu'il y a eu un souci d'adaptation des formations aux préoccupations des leaders. Et puis, c'est normal parce qu'il y a eu des critères sur la base desquels les leaders ont été choisis. Si bien que pratiquement, au départ, ils remplissaient les conditions. C'était comme une classe. Voilà. D'accord. Donc, et donc, en fait, la formation, bon, il y avait des niveaux certainement pour certains qui savaient écrire ou lire, d'autres qui savaient moins, ou je crois, j'ai l'impression de ça, hein, d'après ce que tu me dis. Non, c'est-à-dire, par rapport aux leaders, les 45 leaders, par exemple, s'il s'agit de francophones, absolument, le leader devait savoir lire et écrire en français. Ah, d'accord. Parce que la formation pour les francophones était donnée en français. Pour les anglophones, il fallait absolument que les leaders savaient lire et écrire en anglais ou en… Donc, si ce prend, on n'avait pas… Quelqu'un qui ne savait pas lire en français n'était pas choisi. Et maintenant, par rapport aux leaders, il fallait que les leaders également aient des capacités à parler dans les langues locales. Parce que les restitutions étaient faites dans les langues locales. Le leader qui est formé en français, en portugais, en anglais, avait la capacité également de maîtriser les langues locales parce que les restitutions sont faites dans les langues locales. Si bien qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Mais en fait, je comprends que l'objectif, c'était faire en sorte que chaque leader, il partait d'un certain niveau de connaissance, de commerce, de transformation, etc. Et en fin de compte, l'idée, c'était de le faire avancer, de faire que chacun puisse avancer à partir de là où il était à un niveau de formation, de compréhension du monde, de la pêche, etc., des enjeux plus importants. C'était ça. Ce n'était pas le fait de dire il y a un niveau, on évalue à la fin de la formation, est-ce qu'il sait ci, est-ce qu'il sait ça, est-ce qu'il ne sait pas ça, Non, vous n'avez pas fait ça. Vous avez vu simplement le fait que les gens, ils avaient progressé et qu'il y avait une satisfaction. La satisfaction, c'était aussi à travers l'avancée, d'après ce que je comprends, des projets collectifs aussi. Non, attention, l'évaluation de la formation prenait en compte, n'est-ce pas, l'amélioration des connaissances dans le domaine des pêches et de l'aquaculture également. Parce que d'abord, comme ces leaders, on voudrait leur donner accroître leur capacité d'influence politique, il fallait que ces leaders connaissent mieux l'environnement politique, institutionnel, les enjeux et les défis, n'est-ce pas, du secteur des pêches et de l'aquaculture dans le pays en Afrique. Donc ça, à la fin de la formation, évidemment, nous avions évalué, n'est-ce pas, une amélioration de la compréhension, n'est-ce pas, de ces leaders par rapport aux enjeux, aux défis du secteur. Ça, c'est un. Deuxièmement, d'accord, mais vous n'avez pas organisé, je dirais, des épreuves où vous avez des questions à choix multiples ou le fait d'avoir des épreuves écrites pour évaluer ça? Non, c'est-à-dire, on pose des questions directement aux gens comme ça, des questions techniques.
pour voir un peu le niveau de compréhension, de connaissance. À partir de là, on se fait une idée. Par exemple, je vous donne un exemple. Les prochains de la pêche ne connaissaient pas ce que c'était des écosystèmes. C'est des pêcheurs, c'est des marins, mais écosystèmes, la chaîne alimentaire, tout ça, voilà, il y avait des problèmes, il y a des éléments scientifiques. Par exemple, l'état d'exploitation des ressources halieutiques. Cette donnée, les gens ne savaient pas. Mais à partir, n'est-ce pas, des présentations, des discussions, des débats, les gens se sont fait une meilleure idée, une meilleure compréhension de la dynamique des populations. La question du phytoplancton, des zooplanctons, les gens ne connaissaient pas. Ils ont eu des connaissances empiriques, mais il y a certaines connaissances scientifiques qu'ils n'avaient pas. D'accord. Donc, ils ont été renforcés. D'accord, très bien, très bien, très bien, très bien. Et en fait, bon, vous avez donné un certificat. D'ailleurs, je ne sais pas si là vous m'aviez invité d'ailleurs à cette cérémonie. Ah oui, je me rappelle, ils ont eu un certificat avec l'UITC, son casse et tout. Ils étaient très contents de se sentir valorisés. Et ça, c'est un élément aussi important. D'avoir un titre, d'avoir un papier à ce moment-là pour les gens. Très important. Aujourd'hui, ils se tentent de dire, oui, j'ai un diplôme, label UITC. Et ils savent que nous, pour avoir notre diplôme, label UITC, il fallait suivre tout un parcours. Tout un parcours. On ne peut pas ne pas venir et avoir le diplôme. C'était à la fin du projet. Les diplômes étaient donnés pas après chaque formation, mais à la fin du projet, à l'occasion de l'atelier de clôture, même votre vidéo qui a été partagée et tout ça, que nous avions délivré solennellement les diplômes avec le label UTC. Et pour nous, c'est important. Voilà. Alors, écoute, je voulais te demander, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes en train de programmer une autre formation de ce type-là? Est-ce que vous avez adapté? Est-ce que vous avez d'autres formations qui sont en cours? Non, c'est-à-dire après cela, après évidemment le projet groupe OPPA, il y a eu d'autres formations que nous sommes en train de développer, mais nous utilisons toujours l'approche du process. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de former les gens sur l'agroécologie, nous travaillons beaucoup sur l'agroécologie, nous travaillons sur la charcuterie de poissons, les questions liées à la valorisation, les questions liées à la sécurité, dans le cadre d'autres programmes, mais pour nous aujourd'hui, le U-Process est notre approche de formation. C'est ça que nous utilisons parce qu'on s'est rendu compte qu'il donne de beaux résultats, il valorise les gens. Maintenant, dans le cadre du prolongement du projet groupe OPPA, nous envisageons d'organiser au moins 2 à 3 ateliers de recyclage et de perfectionnement. Nous avons estimé que les leaders qui ont été formés déjà et qui ont un diplôme, n'est-ce pas, on voudrait les former sur de nouveaux enjeux. Aujourd'hui, il y a la problématique liée au pétrole au gaz, la problématique liée à l'agroécologie. Il y a d'autres problèmes, d'autres enjeux, et même peut-être pédagogiques. Par exemple, ce que vous dites de la gestion des motivations, pour nous, il est important que dans le cadre des cycles qui vont venir, qu'on puisse aborder ces questions-là. Pour mettre à niveau. Tu vois, ce serait. Moi, je suis prêt. Tu vois, on a maintenant une expérience aussi au Tchad. Là, je vais t'en parler 2 secondes, mais si tu veux, de pouvoir envisager, par exemple, quelque chose sur la question autour des tensions, des conflits, des débats. Par exemple, il y aura, dans le cadre de ce recyclage, il y aura évidemment ce module qui sera abordé. Et là, on vous invitera. Oui, moi, je suis prêt. Non, nous vous inviterons pour venir aborder cette question-là, parce que aussi, il y va du renforcement des leaders et de nous-mêmes. Oui, tout à fait. Tu vois, par exemple, nous, à l'heure actuelle, au Tchad, là, d'une part, j'ai eu l'occasion il y a 2 ans de faire un atelier, mais c'était pas très long, c'était 1 jour et demi là-dessus, avec les leaders un peu du CNC-PRT, l'Organisation nationale des producteurs ruraux. Mais depuis l'année dernière, depuis le début de l'année, on fait une formation à distance, tu vois, avec Zoom là, avec 5-6 leaders, tu vois, tchadiens, tu vois. Et, tu vois, chez eux, etc. Et on arrive à tenir ça avec un travail aussi qu'ils font entre les sessions. On a fait 5 modules à chaque fois, chaque module, il fait 2 heures un jour et 3 heures le deuxième jour. Tu vois, 5 heures. En tout cas, nous, on envisage de tenir des ateliers de 3 à 5 jours pour recycler. Dans un premier temps, nous avions prévu de recycler les leaders francophones. D'accord. Et puis après, il y aura les leaders anglophones. Mais les leaders francophones, c'est la première session. Mauritanie, Sénégal, Guinée.
je suis en tout cas très intéressé. Ah non, non, vous serez invité. Ça, nous avions même prévu dedans. Hein. Nous allons vous inviter pour que, quand même, ces aspects nouveaux dont tu viens de parler, c'est les mêmes leaders que tu connais, que nous avions formés. Nous allons les recycler, les mettre à niveau, aussi bien sur le plan de la gestion des émotions, des tensions, des conflits, que sur d'autres problématiques. D'accord, ok. Très bien. En tout cas, Moussa, bon, on a fait le tour, là, et bien le tour. Et vraiment, merci. Et puis, si vous avez besoin d'éléments écrits, je suis disposé à vous donner des éléments écrits. Écoute, ce qu'il y a, c'est que surtout, nous, on veut essayer de sortir un peu des choses importantes de ça, de cette expérience, pour les mettre en commun, mais aussi pour les valoriser, tu vois, ouvrir un petit parti de notre site à ça. Mais si tu as des témoignages, moi j'avais le témoignage de Lucie qui m'avait fait. Ok, non, il y a des témoignages. Je vous enverrai des témoignages avec des photos. Et des vidéos, tu vois. Non, je vous enverrai des vidéos, des témoignages, etc. Très bien, Moussa. Écoute, merci en tout cas. Puis on remercie Nathalie là, qui a pris des notes, qui est présente et qui a dû suivre ça avec beaucoup d'attention et je pense d'intérêt. Mais on a réussi quand même à avoir ta parole et ça c'est quand même très important et intéressant. C'est tout le temps passionnant. Moi je trouve que cette expérience est quand même très forte et vraiment. Mais l'aviateur appelle ce projet un projet hors du commun. Il a conclu comme ça, un projet hors du commun. Ah, mais ce qu'il y a, c'est que c'est tout le temps très intéressant parce que vous parlez beaucoup de due process et que vous avez fait votre due process à vous, quoi. D'une certaine façon, vous l'avez adopté, etc. Oui. Nous l'avons acclimaté. C'est très intéressant. Nous l'avons acclimaté. Voilà. Mais on pourrait encore plus aussi voir, il y a des choses que vous pourriez peut-être reprendre, travailler, approfondir, et puis peut-être de dire, ah tiens, mais nous on fait ça, ah, mais on pourrait peut-être faire autrement, à voir. Merci en tout cas Moussa, et puis de ta présence, et merci à Nathalie, et à bientôt.